Madame, Monsieur, bonsoir. Un ballet diplomatique intense pour le Maroc à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient au siège de l'organisation à New York du 22 au 27 septembre. Et comme le veut la tradition dans ce type de grand-messe du multilatéralisme, les dossiers sont surtout discutés en bilatéral. De fait, le chef de la diplomatie marocaine a enchaîné les rencontres avec ses homologues des quatre coins du monde, pour ne citer que le Rwanda, le Soudan, le Suriname, ainsi que le tout nouveau ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et le ministre danois, Lars Løkke Rasmussen, qui affirme à l'issue de cette entrevue que son pays considère le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme une contribution sérieuse et crédible au processus en cours de l'ONU et comme une bonne base pour une solution convenue entre les parties. La position du Danemark vient ainsi se joindre à celle du voisin finlandais le mois dernier, marquant un repositionnement considérable et inédit des pays nordiques vis-à-vis du dossier du Sahara. Le Maroc a profité de sa présence et sa forte présence à New York pour défendre d'autres constantes de sa politique étrangère. En premier lieu, le soutien immuable de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, à la cause et surtout au peuple palestinien. Le chef de la diplomatie, Nasser Bourita, a également mené plusieurs actions de plaidoyer, entre autres devant le Conseil de sécurité, afin d'impliquer davantage les pays à revenus intermédiaires, notamment d'Afrique, dans les processus décisionnels des institutions multilatérales, et en l'occurrence l'Organisation des Nations Unies. Analyse donc ce soir des enjeux et des actions du Royaume du Maroc dans les coulisses des Nations Unies pour des causes justes, guidées par l'éthique et la solidarité, et ce avec mes invités ce soir. Je commencerai par mon invité sur le plateau, Monsieur Relations Internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, et mon professeur Zakaria Abou-Dahab. Bonsoir. Bonsoir Madame Khadija, et merci pour cette belle invitation. Merci à vous d'y répondre et de nous éclairer sur les questions cruciales et très complexes des relations internationales et de la diplomatie. Autre expert, confrère et aîné de la profession, éminent journaliste et cofondateur, directeur du magazine Maroc Diplomatique, c'est Hassan Alaoui. Bonsoir. Déjà, merci, je suis là. Merci de vous joindre à nous par téléphone depuis Agadir. 79e Assemblée générale de l'ONU, et devant le Conseil de sécurité, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a plaidé, professeur Abou-Dahab, pour une charte onusienne qui soit en phase avec les nouvelles réalités du monde. Je cite Nasser Bourita, face à ce qui se passe actuellement dans le monde, en particulier à Gaza, où le nombre de morts ne cesse d'augmenter, la situation ne cesse de s'enliser au jour le jour, menaçant un embrasement total de la région. Les générations actuelles et futures sont en droit de nous interpeller, nous, États membres des Nations Unies. À quoi sert la charte de l'ONU si elle est violée impunément? Fin de citation. Un commentaire. Le commentaire est que, d'abord, le Maroc a depuis longtemps plaidé pour une refonte, c'est-à-dire une réforme en profondeur du dispositif institutionnel de l'ONU, puisque de 1945 jusqu'à aujourd'hui, le monde a changé, a beaucoup changé même, parfois dans des radicalités. Et le second point, c'est que malheureusement, le système onusien est grippé. Il n'embraye plus sur une réalité trop complexe. Par conséquent, le discours ne date pas d'aujourd'hui. On peut même remonter, Madame Khadija, début des années 90, avec Boutros Ghali, qui avait élaboré un agenda pour la paix, et au-delà, avec Monsieur Kofi Annan, etc., et les autres qui sont venus, comme Ban Ki-moon et l'actuel aussi secrétaire général de l'ONU. Et donc le Maroc est au cœur de cette problématique en termes de réflexion, en vue de revoir un peu la copie. Configuration du Conseil de sécurité qui date de 1945 jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, le droit de veto est là ce qui bloque des décisions qui normalement auraient pu être appliquées et résoudre énormément de problématiques ou de questions complexes, comme celle, évidemment, vous l'avez
si bien citer le blocage pour adopter des résolutions opérationnelles pour d'abord, décréter un cessez-le-feu. Ça fait partie des priorités du Maroc, assurer l'acheminement fluide des aides en faveur des populations justement de Gaza et pas que. C'est-à-dire que ici le Maroc rappelle en fait, c'est des constantes. Il y a l'appui, mais il y a aussi les solutions que propose le Royaume du Maroc, bien sûr sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Absolument. Et qui s'inscrivent dans une constance. Vous avez parlé des différents justement secrétaires généraux des Nations Unies. Ça s'applique aussi des chefs d'État et autres leaders du monde. Mais le Maroc, de par la constance d'abord de son système politique et système monarchique, et aussi de sa politique étrangère qui reste sur une ligne bien droite et constante. Absolument. Et ce sont des principes que la diplomatie marocaine fait sienne depuis longtemps. Je peux même, par exemple, citer le message de Sa Majesté adressé au ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire à l'occasion de la journée de la diplomatie marocaine. C'était le 28 avril 2000, mais la journée, c'est le 26 avril. On peut s'y référer. Et puis également, le premier message de Sa Majesté adressé à l'occasion de la première conférence des ambassadeurs, et c'était fin août 2013. On s'en souvient très bien. Donc il y a des principes de bon voisinage, de solidarité, de partenariat. C'est un multilatéralisme de bonne loi que le Maroc ne cesse de prodiguer, non seulement au niveau de son action multilatérale globale, mais également au niveau de son action régionale et continentale. Et j'aimerais ici dire aujourd'hui, véritablement, si l'ONU ne se réforme pas, il ne faut pas que ce soit un vœu pieux, eh bien c'est l'implosion de système. Déjà, il y a des idées en termes d'élargissement de la base du Conseil de sécurité, outiller peut-être davantage l'ONU, qui n'a pas d'armée internationale. Elle peut tout simplement activer des systèmes régionaux au regard du chapitre 8, c'est-à-dire les accords régionaux, par exemple l'OTAN. Mais aujourd'hui, il est véritablement impérieux et urgent que l'ONU devienne également une organisation opérationnelle tout en respectant les principes et les valeurs qui les a fondés. Et justement, le Maroc profite de ces assemblées générales, 79e du genre, des assemblées générales des Nations Unies, pour faire différents plaidoyers. C'est Hassan Alaoui, l'importance des assemblées générales de l'ONU pour l'action diplomatique marocaine. Un mot sur cela, s'il vous plaît. Écoutez, les assemblées qui se sont déroulées jusqu'ici ont été évidemment des assemblées imposées par le texte depuis la fondation de la création, je veux dire, des Nations Unies en 1945. Et évidemment, le Maroc, depuis son indépendance, depuis 1956, a été un acteur majeur, n'est-ce pas? Et ce n'est pas évident. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une session, bien sûr, j'allais dire intense en termes d'activité, de rencontres, et Dieu sait que combien on a vu, combien on a, depuis quelques jours, l'intense activité de M. Bourita et aussi du chef du gouvernement. Bien entendu, ça ne se compte plus, mais surtout, le résultat, c'est un petit peu un dialogue, bien sûr, multilatéral, mais pour le Maroc, ce sont, je veux dire, des rencontres bilatérales qui y ont compté et qui ont abouti à ce qu'aujourd'hui, on a vu la reconnaissance par le Danemark de la marocanité du Sahara. Au moment où le Maroc, évidemment, gagne des points, n'est-ce pas, sur son dossier principal, et toute la diplomatie, on l'a vu, marocaine a été déployée depuis quelques jours encore intensément et avec beaucoup de lucidité et de conviction, eh bien, nos voisins sont en train de chercher un petit peu à bloquer ce processus que les Nations Unies, que le Conseil de sécurité, s'est prouvé encore aujourd'hui, tente évidemment de régler par, je veux dire, par la négociation et par un règlement évidemment judicieux et tout. Maintenant, le Maroc, la présence du Maroc, n'oublions pas que le Maroc a été pratiquement parmi, si vous voulez, les premiers membres des Nations Unies depuis son indépendance en 1956, qu'il fait partie des ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés depuis 1961, c'est-à-dire la conférence de Belgrade, qu'il a toujours soutenu un petit peu le multilatéralisme parce que c'est sa règle un petit peu fondatrice de sa diplomatie, qu'il est parmi les tout premiers à investir en Afrique. Il a des relations très, je veux dire, très développées avec l'Union européenne, avec l'OTAN, avec la Russie, avec la Chine. Donc, cette multilatéralité, c'est la marque de fabrique du Maroc. Et c'est évident qu'aujourd'hui, M. Bourita, bien entendu,
soit un petit peu au centre, j'allais dire, le point de mire d'une diplomatie qui est en train de nous dire comment, je veux dire, les principes de la monarchie ou le principe du régime marocain, du pouvoir marocain, de la société civile marocaine sont en train, si vous voulez, de gagner du terrain et de s'imposer d'elle-même dans une assemblée qu'on pouvait dire que jusqu'à il y a quelques jours, on disait « Ah, elle va être terne et tout ». Elle n'est pas du tout terne, en tout cas en ce qui concerne le Maroc, elle n'est pas terne. Parce que si on voit les accords, la signature des conventions, si on voit les rencontres, c'est par j'allais dire, permettez-moi, par dizaines que M. Bourita vient d'avoir, qu'il déploie un petit peu et qu'il arrive, je veux dire, à faire changer d'avis au niveau de notre question nationale. Et donc, c'est un point très, très, très positif. Et la présence du Maroc aujourd'hui en force, on le voit, c'est-à-dire apporte un baume au cœur de tout le Maroc. Et bien entendu, on y va de l'avant dans cette direction parce que c'est la question centrale de notre pays. La charte, évidemment, des Nations Unies, le Conseil de sécurité et ses règlements, toutes les instances, si vous voulez, de l'ONU, et notre cher ami maître va peut-être aller dans ce sens. Oui. Il nous reste simplement cette question de la 4e commission. Je lui demande de nous dire un mot là-dessus, qui est absolument, qu'il faut un jour ou l'autre régler. Voilà. Très bien. Alors, justement, on revient sur ce que vous venez d'évoquer, le Danemark. Professeur Abou Dahab, qui considère le plan d'autonomie comme une contribution. Le plan d'autonomie présenté, rappelons-le, par le Maroc en 2007, on ne le rappellera jamais assez. Une contribution sérieuse et crédible. D'abord sur le choix des mots dans le langage diplomatique, une petite analyse. Cette déclaration conjointe qui a donc eu lieu à l'issue de cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères marocain et son homologue danois, M. Rasmussen, qu'on voit donner cette déclaration justement à la presse. Ce n'est pas rien en termes diplomatiques et en termes aussi de force de frappe du Danemark, comme faisant partie de l'ensemble des pays scandinaves, aux côtés de la Norvège, la Suède, la Finlande évidemment, et l'Islande. Justement, c'est intéressant parce que cette déclaration, cette position, ce n'est pas qu'une simple déclaration, c'est une position d'un pays souverain, c'est une position et c'est une décision souveraine d'un pays. Elle vient un mois, presque jour pour jour, après celle de la Finlande. Tout à fait, parce que ces pays se rencontrent dans des forats régionaux. Par ailleurs, je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle le Conseil du Nord, qui regroupe les 5 pays avec les îles avoisinantes. Bon, le Groenland fait partie du Danemark, bien entendu, il ne faut pas voir uniquement que le Danemark. Et je m'en souviens, il y a quelque temps, peut-être une année et demie, les séparatistes avaient tenté d'introduire une demande auprès de ce Conseil sur la coopération parlementaire, et ils ont été déboutés, parce qu'au final, le Conseil avait dit qu'il n'était pas du tout l'instance compétente pour recevoir ce genre de plainte ou de demande. Je crois que c'est une contribution importante. Évidemment, à mon sens, le Danemark s'adosse à la philosophie et au paradigme du Conseil de sécurité depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un plus pour le Maroc. Surtout, traditionnellement, les pays nordiques ne regardaient pas vers l'Afrique en général ou vers la Méditerranée méridionale. Après, ça dépend de quelle partie de l'Afrique. Voilà, absolument. J'allais vous reprendre là-dessus. Effectivement, il y a un repositionnement géographique de ces pays nordiques en Afrique. Et ils savent où est leur intérêt, finalement, parce qu'il n'y a pas de copinage dans la diplomatie. Il y a des intérêts qui prônent. Vous avez raison, Madame Khadija. Surtout, le Danemark est connu, par exemple, par un groupe qui s'appelle Maersk. Par exemple, en logistique, ils sont pionniers, même dans la gestion hydraulique, au même titre que les Néerlandais. Bon, les Néerlandais, ils sont en partie au sein de la mer du Nord, mais culturellement parlant, ils se ressemblent beaucoup, comme les Allemands d'ailleurs. Et je rappelle que, par exemple, la Norvège, on a parlé du Danemark, la Finlande, oui, d'accord, la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne. Le Danemark fait partie de l'Union européenne depuis 1973, avec à l'époque le Royaume-Uni et la République d'Irlande. Bon, le Royaume-Uni, le Brexit s'en est retiré, mais c'est un plus pour le Maroc, non seulement avoir aussi un partenaire, parce que dans la déclaration que vous avez citée, Madame Khadija, il est question de développer les échanges, l'investissement, etc., engager un dialogue politique, mais également lutter contre l'immigration irrégulière et par ailleurs aller dans le sens de l'activation de la coopération sectorielle, énergie renouvelable, etc. Vous avez si bien dit repositionnement danois, parce qu'en août 2024, le Danemark avait, c'est une monarchie d'ailleurs, il faut le rappeler, a adopté alors African Century, le siècle de l'Afrique, 2024. Ça veut dire que c'est un repositionnement, ce qui fait que le Maroc est toujours
la voie royale d'accès au continent africain et compte tenu de ce coefficient grandissant du Maroc en termes de bargaining diplomatique, je crois que les Danois ont bien vu. C'est une contribution à mon sens qui est qualitativement extrêmement importante. Maintenant, il faut la fructifier, l'optimiser et étendre peut-être cette position aux autres pays scandinaves. Il y a aussi eu d'autres, on va dire, déclarations, mais celles-ci viennent réaffirmer leur soutien à l'intégrité territoriale de nos provinces, enfin du Maroc et de la Maroc et de nos provinces du Sud. Tout à fait. Si je peux pousser un peu le raisonnement un peu loin, je m'en souviens, c'était en 2012, le Maroc, quand il a été élu au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Alors, de 2012-2013. Vous savez, il a obtenu plus des 2/3 des voix de l'Assemblée générale, à peu près l'équivalent de 152 voix sur 192 ou 13 à l'époque, sans comptabiliser le Soudan du Sud qui a rejoint l'ONU en 2012-2013. Aujourd'hui, moi je crois que cette majorité de soutien pourrait aussi apporter au Maroc une contribution qualitative et juridique au sein de l'Assemblée générale pour probablement, parce que l'idée c'est établir la jonction entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU, pour adopter une résolution dans laquelle probablement le plan marocain d'autonomie serait considéré comme la solution unique, exclusive pour sortir de l'impasse actuelle parce qu'il est coûteux à plusieurs niveaux, financiers, humains, politiques, diplomatiques, etc., etc. C'est cela l'intelligence de la diplomatie marocaine. C'est un multilatéralisme qui a été construit brique par brique par une analyse d'anticipation. En zoom, on fait ce qu'on appelle le zoning dans le jargon diplomatique. On voit par exemple les Caraïbes, on va vers l'Asie, nous sommes c'est des pays observateurs. Insulaires, justement, où le Maroc a vraiment enregistré des avancées en termes diplomatiques qui sont quand même très importantes, considérables ces dernières années, mais un travail de fond qui est fait derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des annonces qui sont faites comme ça. C'est clair. A priori, parfois, certains diront, bon, quel est l'intérêt de certains pays Écoutez, si vous additionnez les économies de ces pays, vous allez atteindre des niveaux exceptionnels en termes d'action. Évidemment, nous considérons à l'ONU qu'un État est égal à une voix, avec X à la fin. Cela d'une part. Et d'autre part, même culturellement parlant, il y a comme une sorte de chapelet. Quand vous ouvrez la première porte, vous savez, c'est comme les cartes, ce qu'on appelle l'effet domino en géopolitique, le reste suit. Et parallèlement, justement, à la 79e session de l'Assemblée générale à laquelle le Maroc participe activement, il y a eu la réunion de ce qu'on appelle les membres de l'Union de Mano. Donc vous avez des pays comme, je crois, le Gabon et d'autres. Voilà une constellation de pays autour d'une problématique que le Maroc aussi a épousée en termes de protection de l'environnement. On voit donc très très bien que la diplomatie marocaine, elle est transversale, elle est panoramique, elle sait prioriser. C'est une diplomatie de travail. Moi, j'allais même dire c'est une diplomatie de résultats et non pas une diplomatie de moyens, comme on le dit en jargon juridique. C'est Hassan Alaoui, il y a bien sûr... Je voulais juste ajouter un petit point. Mais il ne faut pas oublier que les pays de la Scandinavie, ce qu'on appelle la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark, étaient des pays, ce qu'on appelait à l'époque des pays sociaux-démocrates. C'est-à-dire qu'en fait, ils cultivaient de ce fait une hostilité incroyable à l'égard du Maroc, parce que tout simplement, ils étaient dirigés par des gouvernements socialistes, et plus que ça, et que, bien entendu, le paradigme naturel pour eux, c'était le soutien, bien sûr, à des régimes, entre guillemets, révolutionnaires ou marxistes, et évidemment, ils nourrissaient une hostilité à l'égard du Maroc, qui est, bien sûr, qui est un royaume, une monarchie. Aujourd'hui, la donne a changé, bien sûr, parce qu'il y a un renversement, si vous voulez, transversal au niveau, si vous voulez, des régimes et des populations. Et bien entendu, on peut bien sûr souligner cette dimension, mais c'est surtout qu'il faut mettre en évidence, c'est l'action vraiment permanente depuis quelque temps du gouvernement marocain et en l'occurrence de la diplomatie, bien sûr guidée, bien sûr sous les hautes directions de Sa Majesté le Roi. Et aujourd'hui, c'est un autre paradigme et ce qu'on a appelé le soutien aux révolutionnaires, l'aide très importante qui partait au Polisario qui était détournée, aujourd'hui elle va certainement prendre un autre cheminement. Et c'est pour ça qu'il faut s'en féliciter et bien entendu applaudir à l'action de la diplomatie marocaine. Alors justement, l'action, il y a aussi son action avec les partenaires dits classiques
historique. Il y a eu d'abord cette rencontre avec le nouveau ministre des Affaires étrangères français. Un mot sur ce nouveau ministre, ce nouveau chef de la diplomatie française sous le gouvernement Barnier, professeur Abou Dahab, et cette rencontre, voilà, Absolument. on le voit. C'est l'une de ses premières activités d'ailleurs. Il a commencé par les assemblées générales de l'ONU. Il vient d'être nommé à peine une semaine. Et voilà, donc première rencontre. Mais quand même rencontre sous de très bons auspices. Ah oui. Parce que voilà, le contexte le permet. S'y prête. Oui. Et surtout, ce sont les Républicains, et notamment... Alors, je crois il avait... Il est plutôt centriste. Voilà, exactement. Voilà. Un historique socialiste à un moment donné. Mais le plus important, maintenant, c'est aussi M. Michel Barnier. Il connaît très bien le Maroc, qui avait une grande expérience européenne. Et moi, je crois que ce sont des signes annonciateurs d'une accélération en termes de relations entre le Maroc et la France, à la lumière, évidemment. Jusqu'où ? Il faut d'abord y activer, par exemple, la commission mixte et puis réfléchir sur des actions communes. Peut-être nous allons débattre d'un sujet qui intéresse aussi la France, je pense, et l'on a été l'impulseur, c'est le 4P, c'est-à-dire le pacte de Paris pour la planète et les populations. Oui. Et on sait très bien que le Maroc a soutenu l'accord de Paris en 2015, qu'il a abrité la COP22 en 2016 et au-delà. Sa participation, ses participations, on se retrouve autour également de la thématique du multilatéralisme, parce que précisément la France, à mon sens aujourd'hui, ambitionne de reprendre du poil de la bête, comme on dit, peut-être retrouver des territoires au sens symbolique du terme stratégique en Afrique qu'elle a perdu parce qu'il y a d'autres concurrents qui viennent, qui se bousculent au portillon comme l'Inde et d'autres qui ne sont pas très bien connus. Mais je crois, comme vous l'avez si bien dit, ça permet peut-être d'aller dans le sens de la réalisation de la feuille de route qui se confectionne aujourd'hui entre les deux parties. Hassan Alaoui, il y a aussi eu cette rencontre entre le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, et son homologue espagnol, Pedro Sanchez. Oui. Un mot sur cette rencontre, puisqu'on parle des partenaires classiques et historiques du royaume. Oui, elle intervient surtout à un moment très important, significatif même, parce que l'Espagne est aujourd'hui la victime d'une campagne d'hostilité par rapport à nos voisins de l'Est, bien sûr, clairement, et que, évidemment, cette rencontre vient encore renforcer le sentiment que rien ne peut, perturber un peu l'ambiance cordiale, la coopération, les enjeux régionaux, stratégiques, bilatéraux, historiques, économiques, humains même et tout. Ce qui veut dire, pour nos adversaires communs, à l'Espagne et au Maroc, il y a maintenant le principe qu'on peut dire, ce que j'appelle l'oblitération irréversible de facto, n'est-ce pas, c'est le terme de tout ce principe, pardonnez-moi l'expression, inutile et qui ne sert à rien d'autodétermination, soi-disant, du peuple sahraoui, entre guillemets. C'est fini. Aujourd'hui, c'est une autre étape. 80% des pays qui sont membres déclarés des Nations Unies soutiennent le plan de paix, soutiennent le plan de règlement, soutiennent le plan marocain d'autonomie. Et donc, il n'y a plus rien à faire. Et avec l'Espagne, surtout, aujourd'hui, les choses doivent avancer, quand bien même il y a évidemment une campagne hostile à Pedro Sanchez, à son gouvernement, et qu'à chaque occasion où il peut, tituber ou faire un faux pas, entre guillemets, et les campagnes d'hostilité se réveillent encore pour nous rappeler que, évidemment, à ce niveau-là, il faut encore aller travailler. C'est ce que fait Bourita. Bourita, bien sûr, la rencontre avec, le Premier ministre, le chef du gouvernement espagnol, c'est une donnée très, très importante qui ne va pas passer inaperçue. Parce que dans la foulée, si vous voulez, de l'action diplomatique à large spectre de M. Bourita, il y a évidemment l'Espagne et le Maroc qui étaient nécessaires, qui étaient attendus, ce petit sommet, n'est-ce pas, et le discours, bien sûr, du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui est venu un petit peu jeter, pour une fois encore, les paramètres, parce qu'aujourd'hui, les paramètres qui sont un petit peu, qui vont être développés, les paramètres de l'action marocaine, dans le cadre, si vous voulez, du fameux principe de l'impératif posé par Sa Majesté, qui est celui de vous nous reconnaissez, on est avec vous, vous ne nous reconnaissez pas,
nous n'avons rien à faire avec vous. C'est ça Merci, aujourd'hui, c'est le merci, principe. merci, c'est Hassan Alaoui. Merci beaucoup, merci. Malheureusement, le temps de l'émission, on n'a jamais assez de temps hein, quand on parle de sujets qui nous passionnent autant. En tout cas, merci beaucoup d'y avoir contribué. C'est Hassan Alaoui. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci à vous également, c'est Zakaria Boudahab. Prochain grand rendez-vous concernant New York et les Nations Unies, ce sera certainement fin octobre. On attend cette résolution. Tout à fait. Ah oui, N'est-ce pas? absolument. Fin octobre concernant. Absolument. Et pourvu qu'elle trouve des Des oreilles attentives attentives, oui, en effet. et une des, suite favorable. exact, et des réactions tout simplement de bon sens. Tout à Merci. fait. C'est irréversible. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Question d'actu. Très bonne soirée.